merci beaucoup de votre venue à Dialogue ce soir. Donc avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes actrice, réalisatrice et productrice. C'est en prenant des cours de chant lyrique à l'adolescence que vous réalisez que vous aimez interpréter et que vous vous lancez plus tard dans le cinéma. Alors l'un de vos premiers grands rôles vous a été confié par Agnès Varda dans le film Les 101 nuits de Simon Cinéma. Et puis depuis, vous avez participé à de nombreux films et courts-métrages. Et puis en 2007, vous fondez votre propre maison de production, Rouge International. Vous êtes aussi engagée pour les droits des femmes et la lutte contre les violences dont elles sont victimes. Et ce sera le sujet de notre rencontre ce soir. Alors en cette année 2023, vous avez une riche actualité. Le rôle principal dans le film Comme une actrice, sorti le 8 mars, et puis la parution aux éditions Stock, le 8 mars également, de ce livre dont nous allons parler ensemble au cours de cette rencontre, et qui a pour titre « Ensemble, on est plus fortes ». Alors vous nous y livrez les portraits de 6 femmes et 1 homme qui ont décidé de s'engager pour les femmes et qui agissent au quotidien sur le terrain pour faire bouger les choses. Et au fil de ces portraits en filigrane, c'est aussi votre propre engagement que vous interrogez, ses fondements, ses figures tutélaires, ses moments importants et son évolution. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ce livre est né et ce qui vous a incité, vous qui vous exprimez habituellement par le choix des films que vous décidez de produire ou par les documentaires que vous réalisez, à choisir cette fois-ci l'écriture comme mode d'expression? Alors c'est ce que j'ai disais en préambule, hein, c'était vraiment comme une sensation de nécessité, l'impression qu'il fallait le faire. Probablement pour la jeune génération, pour mes fils, pour les jeunes femmes, mais aussi par ce parcours, par ces femmes qui m'ont fait grandir et qui n'étaient pas dans des grands discours, qui n'étaient pas dans des forcément dans des comme on dit aujourd'hui souvent, des combats, mais plus qu'ils le faisaient réellement, concrètement, sans avoir besoin de le dire. Et ces femmes, elles ont été nombreuses autour de moi. Vous avez parlé d'Agnès Varda. Certainement, c'est la première dans mon métier qui m'a ouvert les portes. Mais je dirais avant cela, ma mère, dont je parle beaucoup dans le livre et dont on reparlera. Et pour elle, mais aussi mon arrière-grand-mère, donc, qui vient de pas très loin, puisque c'est Landerneau, le berceau de la famille Gaillet. Voilà. Et d'ailleurs, grâce à François Cuyandre, j'ai pu revenir sur les traces de Landerneau et de cette arrière-grand-mère qui est partie de Landerneau et qui est allée à Paris pour faire des études de médecine en 1912, avec une mère qui n'était pas tout à fait d'accord, voilà, et qui a plutôt très bien réussi, puisqu'à l'époque, il y avait 2 concours. Il y avait un premier concours d'externat, puis après l'internat, ça se faisait en 2 fois. Et elle a même continué, puisqu'elle a perdu son mari juste au tout début de la guerre, et qu'elle s'est retrouvée seule à élever ses 5 enfants. Voilà, dont mon grand-père, qui lui, tout de suite, dès l'appel du 18 juin, mais avant, était parti en Angleterre, est parti des côtes là, de Brest, a pris le bateau et est parti à Londres. Voilà, donc c'est une famille avec des femmes comme ça qui ont été, je pense, par imprégnation très fortes dans leur modèle, mais elles n'avaient pas de discours, pas plus que ma mère, pas plus qu'Agnès Varda, pas plus que toutes ces femmes que j'ai croisées, mais qui, en réalité, dans leur vie, m'ont montré un chemin d'indépendance économique, d'ailleurs. D'abord, je dirais que je crois que ça que j'ai compris, et qui m'ont permis aussi de comprendre que peut-être on se passe au travers des gènes, que peut-être cette épigénétique dont on parle existe. On parle beaucoup de l'ARN messager. Et l'ARN messager, finalement, c'est quand voilà, cet ADN codant que tous les hommes étudiaient. Dans ma famille, il y a une chercheuse, toujours chez les Bretons, chez les Vourches, c'est du côté de la sœur de mon grand-père. Donc j'ai cette grande cousine qui est partie étudier à Harvard la biologie, et qui, à l'époque, tous les hommes étudiaient l'ADN. Et elle a dit,
bah, cet ADN poubelle, là, non codant que personne n'étudie, bah, tiens, je vais aller chercher de ce côté-là. Et elle s'est rendue compte, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ARN messager, c'est pour ça que le vaccin là, dont on a beaucoup parlé, que quand on a un choc dans la vie, ça se transmet. Et que donc finalement, on modifie notre ADN avec ce qui nous arrive dans notre vie. Eh bien, cette épigénétique dont on parle beaucoup dans ma famille, moi, je l'ai vécue de manière très forte avec ma maman. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je commence par l'opposé. C'est plutôt la fin du livre, mais je dirais que je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça comme ça cette fois-ci. Mais j'ai vraiment grandi dans une famille très heureuse et j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans le 4e de couverture, que je pourrais lire peut-être mot pour mot, mais que je n'ai pas subi tout cela, puisque je dis, et si c'était moi la femme battue, la gamine prostituée, jetée à la rue, la patiente qui souffre d'endométriose, la militante harcelée sur les réseaux, si c'était moi qu'on humilie, si c'était moi qu'on viole ou celle qu'on tue. Et c'est vrai que je n'ai pas vécu tout cela, mais alors quel droit ai-je de parler? Je dois avouer que c'était une question qu'on me posait souvent. On me disait pourquoi, Julie, pourquoi avez-vous, les journalistes me demandaient pourquoi vous êtes si engagée auprès des femmes. Et en fait, j'ai cherché à comprendre cela, et je pense que c'est ça le début du livre. Mais si je suis très sincère, donc essayer de comprendre pourquoi j'avais cet engagement profond, la vraie raison, elle vient de cette chose que je dévoile et dont je n'avais jamais parlé, de ma mère qui un jour, alors que voilà, il me semblait que j'avais eu beaucoup de chance avec cette famille heureuse, me dit dans la rue, elle me prend, on était là toutes les deux, on marchait, on se tenait le bras et elle me dit il est mort. Et j'avais 30 ans et j'ai su au moment où elle me disait cela qu'elle avait été victime de violence et elle ne m'en avait jamais parlé de sa vie. Et je me suis entendue dire, comme si c'était évident, que je ne savais rien, c'est bien, c'est une bonne chose. Et on est resté comme ça et on a continué à marcher et je n'ai plus posé de questions. 5 ans plus tard, vers 35 ans, je lui ai dit, mais tu te souviens quand tu m'as dit il y a 5 ans, il est mort, pourquoi tu n'as pas porté plainte? C'était la question pour moi. Et elle me disait, j'avais besoin de tourner la page, de reconstruire de ma vie, de passer à autre chose. Chose dont parle Denis Mukwege, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire son portrait. J'avais besoin de passer à autre chose. Et c'est tout, on n'en a plus parlé. Mais je me disais, si moi j'ai compris ça, je savais ça, alors forcément mes frères, puisque j'ai 2 frères, le savaient. Donc en réalité, on se le transmet malgré tout. Et toute cette question d'engagement, tout à coup, a été pour moi assez abyssale de comprendre ce que disait Denis Mukwege sur le fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des millions de femmes en Europe qui ont été violées et qu'on a toujours fait avec les femmes, effectivement peut-être tourner la page, et ce n'a été jamais considéré comme un crime de guerre. Et Denis Mukwege aujourd'hui, avec la chaire Mukwege, puisque c'est lui qui a eu le prix Nobel de la paix, est celui qui comptabilise dans tous les conflits, en ce moment en Ukraine, mais c'était le cas en Syrie, en Irak, tous les viols comme crimes de guerre, pour qu'on puisse se dire, voilà, il y a justice qui peut être faite et que ce ne soit plus considéré comme, voilà, comme on l'a toujours fait dans la société, une violence faite aux femmes. Mais au-delà des violences, c'était pas un livre sur les violences, c'était un livre plutôt sur ces figures de femmes qui ont été très importantes pour moi. Et au travers de ça, peut-être ces sujets que j'ai découverts au travers de ma vie et avec des exemples très concrets pour essayer de donner un exemple. Donc pour moi, c'était pas les violences, c'était d'où vient l'engagement. Donc si je reprenais au début, je me dis, je veux essayer de questionner cette raison de l'engagement des femmes pour d'autres femmes.
je vais faire des portraits. Pourquoi est-ce que je m'engage sur l'endométriose? Donc, pourquoi je fais ces documentaires sur la place des femmes? Et au travers de toutes ces rencontres que j'ai faites, ces femmes formidables que j'ai rencontrées, en fait, ce n'est pas ça que j'entends. Comment dire? Ce n'est pas ça qu'il y avait comme retour à l'extérieur. C'est-à-dire que, voilà, là, j'essaye je me rends compte que entre ce que vous voyez et ce que vous entendez, il y a ce que j'entends, monde. C'est une crispation sur ces sujets, et ce que je découvre, c'est bien l'inverse. C'est une ouverture et une avancée sur ces sujets, dont l'endométriose. C'est pour ça que je commence avec l'endométriose. L'endométriose, en 2011, quand on vient me voir pour la première fois, c'est une femme chirurgien qui me parle de cette maladie. Et je lui dis l'endo quoi? Déjà, vraiment, à l'époque, on ne connaissait pas ce mot. Hein. L'endomètre, donc ça vient de l'endomètre. Et elle me dit, ça touche 1 à 2 femmes sur 10 et une de manière handicapante. Je dis, bon, c'est le temps de diagnostic, c'est la maladie avec le temps de diagnostic le plus long, 7 ans et demi. Une maladie, en réalité, c'est 3 ans et demi, déjà, c'est long. Hein. Ça veut dire que vous avez vécu 6 ans avec une maladie sans savoir ce que c'est. Un temps de diagnostic de 3 ans, c'est long. Et ça, c'est en moyenne. Enfin, pour une maladie, c'est très long. Eh bien, l'endométriose, elle est bien au-delà de toutes les maladies. On ne comprend pas pourquoi. Le temps de diagnostic, c'est 7 ans et demi. Donc, il y a des femmes qui vivent 15 ans avec. Je la regarde, je dis, franchement, j'ai 40 ans, je suis fille de chirurgien, de médecin, c'est pas possible que je ne connaisse pas cette maladie. Donc, j'appelle mon père, professeur de chirurgie, je dis, tu connais cette maladie, l'endométriose? Et il sourit comme ça et il me dit, oui, bien sûr, ça existe. Je dis, ah bon? Il dit, mais c'est le tabou des règles. Il dit, oh là là, tu t'attaques à quelque chose de très compliqué. Je dis, mais c'est quand même fou. Comment ça, un temps de diagnostic de 7 ans et demi? Et il m'explique la complexité, parce que les femmes ont intégré, et donc c'est en ça que ça revient les violences faites aux femmes, mais ont intégré la douleur des règles, ont intégré et fait avec, et il y a le tabou et la complexité d'en parler. Et il me dit, effectivement, sur le Doliprane, il y a marqué « règles douloureuses ». Comment, alors qu'on a intégré, comment changer ce regard? Et là, je pars avec, avec ça, et c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre. Et il me dit, mais écoute, à mon avis, vous n'y arriverez pas, c'est sociétal et ça va être très très long. Alors on s'est regroupé avec Imani, qui est une chanteuse, qui avait écrit sur Facebook un très 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 beau témoignage de cette douleur-là. On se retrouve avec d'autres artistes en se posant la question de comment faire si on décide de s'atteler à ce problème. Et moi, je suis toujours dans le concret. Je crois que j'ai hérité ça de toutes ces femmes. Et dit, bon, alors très concrètement, il faut faire une campagne d'information, puisque nous ne sommes pas au courant, les médecins connaissent peu, que l'errance du diagnostic, c'est parce qu'on va à plein d'endroits. Et on a lancé, réfléchi, une campagne qui s'appelait « Les règles, c'est naturel, pas la douleur ». Comme s'il fallait casser ce cliché d'abord de la question de la douleur. Mais la question de la douleur, ça fait maintenant peut-être que 30 ans qu'à l'hôpital, il y a des pompes à morphine, qu'on a changé notre rapport à la douleur, la société. Et donc, quand on entame cette campagne, il y avait déjà une prise de conscience de la société sur le fait de ne plus souffrir. Donc, les choses avaient déjà avancé. Et on se lance dans cette bataille avec tout le monde qui nous prédisait que ça ne marcherait pas, que ce serait compliqué, que ce serait tabou. Et on a fait des affiches qui ont été envoyées dans tous les lycées, tous les collèges de France, avec des femmes incroyables et des hommes incroyables qui donnaient la colle, le papier. Enfin bon, c'était complètement déconstruit comme ça, mais on est parti sur cette campagne et on a formé les infirmières scolaires qui formaient les infirmières scolaires. Donc, toutes les infirmières scolaires, on a commencé petit à petit à faire cette campagne. Et sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, très récemment, même le président Macron a prononcé le mot de l'endométriose.
vous me le disiez, ça fait 5 ans que je crois que les jeunes filles maintenant connaissent cette maladie. Il y a eu une vraie avancée, mais parce que la société avance avec. Mais fort de cette campagne, j'ai découvert des femmes sur le terrain, des associations qui fonctionnaient avec des bouts de ficelle. Vraiment, les femmes sur le terrain montent des associations, sont extrêmement solidaires, mais ont très peu de moyens. Mais voilà, et j'étais très, très admirative de tout ce qui se faisait. Et puis, à ce moment-là, notre industrie, l'industrie du cinéma, a été percutée par l'affaire Weinstein, par cette affaire d'un producteur américain qui a déclenché cette vague MeToo. La vague MeToo, c'est avant tout, c'était voilà, une libération de la parole dans le sens où on exprimait qu'on avait voilà, le fait qu'on avait toutes été victimes de sexisme au quotidien, et on le voit en réalité dans toutes les études, dans tous les rapports, voilà, par rapport aux femmes. Mais ça a été une vraie prise de conscience mondiale. Et à ce moment-là, c'est les actrices qui se retrouvent aux États-Unis porte-parole de ça. Et elles décident, elles disent, on est dans la lumière, bien on va, et c'est la première fois qu'il y a cette solidarité dans le monde du cinéma et des actrices, on va nous occuper de toutes les associations et de toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, essayer de donner des moyens pour faire bouger les choses plus vite. Et les Américaines, elles sont allées très vite. Alors là, pour le coup, c'est quand même très culturel, mais c'est assez incroyable. J'en ai rencontré pas mal d'entre elles, dont les 2 actrices de Thelma et Louise, comment elle s'appelle, Susan Sarandon, voilà, exactement. Et Susan Sarandon, qui est sur l'endométriose, engagée sur ce sujet depuis bien longtemps. Et elles vont très vite et elles font des levées de fonds. Alors évidemment, c'est plus aux États-Unis, très spectaculaires. Elles structurent et elles redonnent sur le terrain très très vite. Mais je dirais que en Angleterre, c'est Emma Watson. Et d'ailleurs, j'ai essayé de mettre dans le livre des citations de toutes celles que j'ai croisées, dont cette très belle citation d'Emma Watson, où je me sentais assez proche d'elle. Mais au moment où les Anglaises font ça, nous, les Françaises, on essaye de faire un peu bouger les choses et on porte le ruban blanc. Donc toutes les actrices françaises, on se fédère, on se retrouve. Le ruban blanc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je l'ai découvert. C'est en fait des hommes qui ont porté ce ruban blanc après un massacre dans l'école de Polytechnique au Québec, au Canada. Il y a eu un serial killer, mass murder, comme il y a aux États-Unis, qui est rentré dans Polytechnique, qui a demandé à tous les hommes de se mettre par terre et qui a tué toutes les femmes. Ça avait été un massacre très terrible en 92, je crois, qui avait beaucoup choqué les hommes parce qu'en réalité, ils s'étaient baissés. Et donc, fort de ça, ils ont fait une grande marche derrière et ils ont utilisé le ruban blanc comme emblème des violences faites spécifiquement aux femmes. Et donc, les comédiennes françaises, nous décidons de porter ces rubans blancs, de lever des fonds comme les Américaines et de venir en aide, puisqu'au moment de la vague MeToo, les associations de femmes étaient débordées par les prises de parole. Il y avait 30% de dépôts de plaintes, de femmes qui enfin osaient parler et aller vers des associations, sauf que tout à coup, c'était pas très, très structuré. La VFT, qui est certainement l'association d'avocates la plus brillante sur le sujet, et j'ai mis d'ailleurs à la fin du livre tous les noms de ces associations, dont la VFT, l'association des femmes victimes de violences au travail, enfin du harcèlement au travail, européenne d'ailleurs, avaient fermé leurs standards. Elles disaient non, on ne peut plus répondre. Elles viennent dans tous les métiers, hein, elles sont sur ces sujets. Donc on se dit, on va lever des fonds pour cette association, pour le numéro vert contre le viol, du collectif contre le viol, qui à l'époque était fermé le soir et le week-end. Quand même, on a beaucoup avancé depuis, puisque maintenant c'est ouvert aussi le soir et le week-end. Et on porte le ruban blanc, on fait une levée de fonds. Les Américaines, elles ont
réussi à récupérer 12 millions d'euros. Emma Watson, 1,2 million. Eh bien, nous, en France, on a réussi à péniblement avoir 100 000 euros. Autant vous dire que c'était la déprime. Et là, on se dit, d'accord, il y a un sujet. Il va falloir éduquer, il va falloir avancer, essayer de comprendre le clivage aussi générationnel, essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe en France par rapport au féminisme qui a été certainement, elles ont ouvert les portes, mais il y a une espèce de, voilà, peut-être de crispation sur le sujet. Et à ce moment-là, j'ai rencontré des avocates, dont une avocate dont je fais le portrait, qui ont monté une force juridique, la force juridique de la Fondation des femmes, et qui avait monté cette Fondation des femmes. Fort de mon expérience avec l'endométriose et avec toutes les actrices, je dis, écoutez, nous avions monté une association pour un fonds endométriose, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est une fondation. Et il y a cette Fondation des femmes montée par des avocates qui sont prêtes. Alors, c'est pratique si on va chercher des levées de fonds, parce qu'il y a 60% de défiscalisation. Elles existent, elles sont structurées, et qui veulent redistribuer complètement cet argent à toutes les associations. Plutôt que de monter une énième association, nous les actrices, on va s'appuyer sur cette fondation. Et là, je suis partie pour 7 ans maintenant d'être très très proche de la Fondation des femmes, puisque toutes les actrices ont dit, toutes les réalisatrices ont dit très bien, on est d'accord, c'est une très bonne solution pour accompagner les associations et toutes les femmes en France, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie les comptes et qui soit au COMEX. Julie, t'es nommée. Donc voilà, je me suis retrouvée au COMEX pour vérifier, pour être là, pour être certaine que tout se passe. Et j'ai été frappée, c'est-à-dire que là, l'idée étant que toutes les associations de femmes, que ce soit sur l'égalité, sur l'éducation, l'idée de l'égalité, la parité, qui m'est très très chère, la parité, que ce soit dans le sport, que ce soit sur la santé, que ce soit sur les violences, tous les sujets toutes les associations peuvent venir sur ces sujets-là, venir demander un soutien à la Fondation des femmes. Et donc, ça permettait enfin une fondation qui soutenait toutes les associations et toutes les associations de femmes qui, en général, donc je l'ai découvert avec l'endométriose, passent des jours, 2 jours à remplir, 4 jours, 10 jours à remplir des dossiers pour demander 500 euros. Et je disais, mais c'est une blague, vous n'êtes pas en train de demander 500 euros, il faut avoir plus. Et qui essaye de faire, ou 5 000 euros. Et donc, le principe même de la Fondation C'est des femmes, c'était de dire, on ne donnera que des bourses de 25 000 euros et 50 000 euros, que ce soit utile, que ça permette d'avoir engagé une personne, que ça permette d'avoir un vrai levier pour les associations. Et voilà, et la Fondation des femmes est née, et moi je suis très engagée, voilà. Et elle a été créée par Anne-Cécile Melfer, qui est une des témoins, un des portraits de ce livre. Il y avait la Fondation des femmes, et puis en même temps, à cette même période, il y a le collectif 50-50 qui est créé aussi. Oui, alors là je vais un peu rapidement, et encore je trouve que je suis trop dans le détail, mais en réalité, on a quand même une association, il y a quand même des associations, une association de cinéma qui s'est montée à ce moment-là, qui est un think tank pour, malgré tout, structurer notre industrie, parce qu'il fallait structurer. Et là, encore une fois, je reviens à cette affaire Weinstein. Ce que disait Meryl Streep, très justement à ce moment-là, et les Américaines, c'était l'inverse de balance des noms, et c'est pour ça que c'était très particulier, le balance ton port, la traduction française. C'était on ne veut plus dire on savait, et comment changer un système, comment protéger les uns les unes les autres, comment faire pour que le rapport de force aussi change, essayer, parce que sur la question des violences, il y a toujours 20% d'hommes battus, mais les 80% c'est systémique, c'est comment ça fonctionne. Et c'est vraiment ça que je questionne dans le livre. Et c'est ça que j'ai aimé chez les Américaines, chez Emma Watson, chez nous toutes. Emma Watson, c'est he for she, c'est lui pour elle. C'est l'idée de tous ensemble. Et donc pareil dans le cinéma, on est
autant d'actrices que d'acteurs, que c'est pas les femmes contre les hommes, c'est tous et toutes ensemble. Et c'est vraiment l'idée de faire changer les choses. Donc le think tank 50-50 a mis en place toutes ces choses-là que moi je vois maintenant dans mon métier et qui ont fait énormément bouger. Il y a des formations obligatoires, même maintenant dans les festivals de musique, mais à l'époque c'était que dans le cinéma. Pour les producteurs, c'est obligatoire d'avoir une formation sur les violences sexistes et sexuelles avant de produire un film. Il y a des référents sur les tournages, donc ça c'est sur la partie des violences. Il y a des référents et j'ai vraiment vu des problématiques arriver. Un acteur qui harcèle une maquilleuse puis la perchwoman. Et aujourd'hui, elles ont un référent à qui elles peuvent parler. Les choses sont prises en main très vite. L'acteur a donc été mis à pied dans un hôtel et c'est lui qui rasait les murs. Et elles ne balancent pas sur les réseaux. Elles auraient peut-être passé 4 semaines ou 1 mois sur ce tournage avec quand même, il va falloir se le coltiner comme on le fait depuis. Et là, non seulement elles sont écoutées, mais en plus les choses sont prises en main et donc ça ne dégénère pas et ça ne dégénère pas. Et c'est cette idée de transformer le système. Ça, c'est sur les violences. Mais après, sur l'égalité et la parité, dans nos métiers, par exemple, il y a 50-50 filles. Il y a vraiment la parité dans les écoles de cinéma. Ils sont autant de filles que de garçons. Et il y avait une vraie problématique par la suite. Donc, c'était l'idée de faire des études, d'objectiver, de chiffrer, d'essayer de comprendre pourquoi il y avait ces déséquilibres salariales, comme dans tous les autres métiers, d'essayer de comprendre pourquoi, déséquilibres des chefs de poste, enfin des métiers plus mathématiques, plus techniques, plus par les hommes, des métiers. Voilà. Et comment ça, par exemple, le son, comment on a fait changer les choses. Et elles ont fait des points de bonification, c'est l'incitation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au CNC, bon, c'est très technique, hein, je vais essayer d'être plus large, d'accélérer, mais si vous avez 5 chefs de poste femmes, eh ben, vous avez 15% de crédit d'impôt supplémentaire. Donc si vous êtes un producteur et que vous en avez 3, vous dites, oh, peut-être qu'on peut essayer d'en avoir 2 de plus, parce que comme ça, on aura 15% de plus. Voilà, c'est une incitation et pas une obligation. Et ça a fait beaucoup bouger les choses. Et dans les études, puisque moi j'ai produit, vraiment, on s'est rendu compte de choses assez folles. Par exemple, évidemment, s'il y a que des hommes sur un métier, c'est toujours plus compliqué. Mais maquilleuse, coiffeuse, je donne souvent cet exemple, mais c'est vrai, il y a 80% de femmes, si ce n'est pas 85%, et 90%, enfin 87 exactement le chiffre, de femmes, maquilleuses, coiffeuses. Eh bien, les hommes sont payés 17% de plus que les maquilleuses, coiffeuses. Et donc, on se disait, mais c'est pas possible quand même. Alors, à part le fait qu'ils ne sont pas des coiffeurs en général, ce sont des artistes, hein, parce que quand même, ou qu'ils puissent... Enfin, moi, je vois bien la différence dans leur manière de se présenter. La réalité, c'est que quand il y a... Parce que je suis allée voir, moi, mon directeur de production, et mon directeur de production me disait, c'est comme pour l'entrepreneuriat au féminin dans tous les métiers, bah oui, mais un chef maquilleur, quand on l'engage, il dit, alors, qu'est-ce qu'il y a comme nuit et les heures sup, et il commence à négocier. Une femme dit tout de suite, oui, bien sûr, elle accepte le poste sans même poser aucune question. Donc, ce barème que nous avons imposé aujourd'hui pour dire que quoi qu'il arrive, un maquilleur, une maquilleuse doit être payé pareil sur un tournage aujourd'hui pour faire avancer ces choses-là. Voilà. Bon, ça c'est pour la structure. Et puis on a fait, parce que le cinéma français rayonne dans le monde entier, donc aujourd'hui tous les festivals internationaux ont signé une charte et ils ont l'obligation de donner des chiffres. Donner les chiffres de est-ce qu'il y a des femmes dans le comité organisationnel, dans le comité de sélection, est-ce qu'il y a combien ils ont eu de films de femmes, combien ont été sélectionnés. Et simplement ça, le fait de donner des chiffres, est une prise de conscience des festivals internationaux. C'est-à-dire que certains, sans s'en rendre compte d'ailleurs, hein, tout à coup en mettant un chiffre, quoi, il n'y a pas du tout de femmes là dans le... C'est-à-dire que c'est une prise de conscience et c'est une façon de faire bouger les choses de manière assez simple. Voilà. Mais ça a beaucoup bougé et ça bouge encore, mais... Voilà. Il reste encore du chemin. Mais j'arrête pas de parler. Je préfère avoir des questions parce que peut-être que vous avez des questions aussi après. Hein.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Moi, Vraiment, n'hésitez pas qu'on prenne le temps. Pas encore. Un vrai temps d'échange. Je suis partie bille en tête sur ma mère. Non, alors désolée. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous expliquez tout ce qui est en train d'évoluer, tout ce qui est en train de changer, tout ce qui a été mis en place. Mais dans le livre, à travers ces 7 portraits que vous nous livrez, vous nous montrez aussi le quotidien du travail des associations, le quotidien de toutes ces personnes engagées de manière très concrète. Et vous allez vraiment aux sources de cet engagement. Et il y a finalement des similitudes dans les différents parcours. Alors justement, quels sont les points communs qui se dégagent de ces différents parcours parmi ces personnes qui s'engagent? Qu'est-ce qui amène vers l'engagement? C'est vrai que une des raisons pour lesquelles, parce que vraiment, pour moi, à la base, c'était la nécessité de les mettre en valeur. Je me disais, mais très important, aujourd'hui, qu'on les connaisse, qu'on comprenne leur parcours, mais en les questionnant, revient souvent la question de la mère, souvent la question d'où on vient. Souvent, je leur ai posé ces questions et c'était pour ça peut-être que je ne pouvais pas ne pas me poser la question. Et c'est là où pour moi, ça a été très fort et que j'ai mis du temps à l'écrire, de réaliser que finalement, moi aussi, j'étais touchée plus que je ne le pense. Mais je dirais que c'est une façon de vouloir affronter l'injustice ou d'avoir ressenti cette injustice très tôt. J'ai eu la chance pendant 2 ans de lire les portraits d'Annick Cogent, Je ne serais pas arrivée là si. Elle l'a publié dans son livre Les portraits de femmes. Et c'était assez impressionnant de voir les points communs entre toutes ces femmes qui reviennent là aussi dans le livre. Donc, le rapport à la mère, le rapport aux violences, en fait, sexistes ou sexuelles, mais quand même toutes confrontées à ça. Et je dirais, une propension, oui, exactement comme Agnès Varda, à être dans le concret, c'est-à-dire à dire je veux concrètement faire bouger les choses. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et très inspirant, chacune. Alors moi, j'essaie d'être le fil conducteur qui vous amène aux unes et aux autres, mais je suis impressionnée de la force et du courage des femmes, parce que ça pourrait être vous toutes, enfin vraiment sincèrement, de toutes les femmes que je rencontre et de tous les hommes qui sont dans les associations pour faire bouger ces questions-là de manière très concrète et sans grand discours. Je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, mais c'est vraiment moi ce qui me frappe, c'est trouver des solutions, rebondir, essayer d'imaginer les choses autrement, puisqu'on n'a peut-être pas, je pense au personnage de Marie Servetti, qui est très forte, elle est corse, donc elle raconte quand même voilà, d'où elle vient en Corse, le modèle de sa mère et de comment sa mère était totalement voilà, cette femme à la maison qui faisait, mais qui avait quand même décidé que ses filles devaient faire des études. C'était quand même important pour elle que ses filles fassent des études. Et dans sa manière très discrète, d'avoir réussi à les emmener vers cette indépendance économique. Et bon, Marie Servetti, elle va, au travers de son parcours, comprendre que la prise en charge n'est pas la bonne façon d'être prise. La prise en charge n'est pas du tout la bonne manière. Et c'est là où j'essaye que chaque portrait se fasse écho, et vous verrez, elle rejoint Denis Mukwege, qui lui est en République démocratique du Congo et qui finalement a compris lui aussi que la prise en charge n'était pas la bonne et qui va modifier son regard sur la prise en charge. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait des choses depuis des années, mais ce n'est pas peut-être la femme qui est au centre, ou la manière de le faire n'est pas dans reprendre confiance en nous, oser la parole, c'est-à-dire ne pas nous prendre tels que nous sommes et comment nous faire gagner en force et en confiance, puisque nous l'avons, mais que c'est peut-être
totalement infusé en nous, dans la société, dans notre éducation. Et c'est pour ça que je donne souvent les exemples de tests qui sont faits, à quel point c'est infusé. Et je ne suis pas exempt de ça. Les femmes ont plus de mal à prendre la parole et à dire non. Toute la question du consentement. Et c'est le fameux, la fausse pub pour le yaourt, là, qu'on fait passer. En fait, c'est un faux test. C'est une pub pour un yaourt. Il y a 1000 tests que vous pourrez regarder, mais c'est cette fameuse les enfants de moins de 7 ans. Donc, c'est des tests sur les enfants de moins de 7 ans avant l'âge de raison pour essayer de comprendre pourquoi, voilà, où on en est dans la société sur la capacité, l'égalité d'éducation des hommes, des filles et des garçons. Et donc, sur ce yaourt, c'est une fausse pub. Les petites filles, les petits garçons mangent le yaourt. Le yaourt est immangeable. Il a été salé à fond. Il est immangeable. Eh bien, la grande majorité des petits garçons crachent le yaourt ou font bah, c'est pas bon. Et la grande majorité des filles, en diamétralement opposé, prennent le yaourt, prennent sur elles et font c'est bon face à la caméra, parce qu'elles ont compris qu'il faut plaire, qu'il faut prendre sur elles, et elles ont ça dans leur éducation. Et donc c'est là où effectivement il y a toujours des petits garçons qui vont aussi être très polis, il y a 20% d'hommes, et de la même manière qu'il y a des petites filles qui vont faire burk. Mais en réalité, quand on regarde les pourcentages, c'est là où on parle de systémique, c'est là où on peut se dire il y a une question. Et moi j'ai, au travers du cinéma, rencontrer des femmes comme Suzanne Sarandon, comme Agnès Varda ou Jane Campion, puisque quand on demande aux gens c'est quoi votre film le plus, qui pour vous est un film de femme chez les réalisatrices, qui serait le film de femme, c'est toujours la leçon de piano qui revient en premier. Alors la leçon de piano, toutes les femmes, ça un planétaire, voilà, c'est un film qui a marché dans le monde entier. Eh bien c'est Jane Campion elle-même qui me disait mais si tu regardes bien, elle est muette. Et c'est pour ça que les femmes se reconnaissent en elles. C'est qu'elles prennent sur elles et qu'elles ne disent pas. Et oui, on a été élevés comme ça, donc on va pas faire. Donc comment reprendre cette parole? Et c'est voilà, et c'est de tout ça que j'essaye c'est ça que j'essaye de décrire au travers de ce livre, parce que moi j'ai mis 10 ans à monter ma société de production, parce que je me disais toujours mais non, j'aidais les réalisateurs, j'étais à côté des réalisateurs, j'aidais un scénariste. Je ne suis pas exemple. Et l'entrepreneuriat au féminin, on le sait, les femmes mettent beaucoup plus de temps à monter leur société. C'est une société sur 3. Mais quand elles la montent, ça dure plus longtemps aussi. Mais voilà, ce besoin de se faire confiance, donc la question de la confiance, la question de pouvoir dire, pas forcément dire non, c'est déjà, à mon avis, un monde, mais simplement exprimer ses sentiments et ne pas savoir est-ce que je dois être bien élevée. Enfin, c'est très difficile cette question-là. Et donc, dans les fameuses formations pour les producteurs, mais aussi les organisateurs de festivals maintenant de musique, je peux vous dire, parce que je suis allée faire ces formations, c'est assez formidable, parce que dans les formations, ça paraît simple. Je pense que si elle n'était pas obligatoire, cette formation, il n'irait pas. Hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est tellement drôle. Parce qu'on est obligé de se poser la question soi-même de qu'est-ce qu'on a, quel est le sexisme qu'on a acquis en nous, qu'est-ce qu'on pense qui est acceptable. Alors, il y en a certains sur le post-it ou certaines qui mettent que les femmes fassent la cuisine. Ça me paraît normal. Alors, on peut se poser la question quand même. Moi, j'ai un homme qui cuisine très très bien et je ne cuisine pas. Donc, je ne me suis jamais dit bonne cuisinière. Mais il y a voilà. Et dans ces formations, eh bien, tout le monde ressort. Alors, ils sont avec, tout à coup, si je n'avais pas fait cette formation, je n'aurais pas pris conscience de tout cela. C'est la même chose aujourd'hui pour à tous les niveaux, puisqu'il y a des formations qui sont faites au niveau de la justice. On commence à avoir des formations pour la police, pour les gendarmes. Les choses ont beaucoup avancé malgré tout, concrètement. Et il y a des réseaux qui se créent de ceux qui sont plus sensibilisés à ces sujets. Voilà. Et puis, parce que là, je parle beaucoup des violences, mais parce que ça fait partie de cet ensemble. Mais il y a aussi tout simplement la question de la parité. Et dans le sexisme, il y a cette question où il y a quand même un producteur qui a mis moi je me pose quand même la question quand c'est une fille, parce qu'au cas où elle tombe enceinte, sur la question de la grossesse, qui est vraiment un vrai sujet
pour les jeunes femmes et d'être engagées. Et donc, ça permettait un débat pendant cette formation. Et bien là, je fais le portrait d'une avocate, des avocates. Ça se féminise, hein, les avocats. C'est vraiment une profession qui se féminise. Et bien malgré tout, elles sont souvent collaboratrices, mais elles sont rarement associées. Elles sont encore minoritaires comme associées. Et il y a eu ce problème de la grossesse où quand les collaboratrices tombaient enceintes, elles étaient virées. Et c'était vraiment un vrai problème chez les avocats. Donc elles racontent comment, avec des hommes avocats et des avocates, ils se sont fédérés pour faire bouger ça en disant c'est pas normal, il faut qu'on protège les collaboratrices. Et c'est compliqué pour des avocats d'attaquer d'autres avocats. Et grâce à ça, aux défenseurs des droits, et à tout bon à l'époque, ils ont fait appel aux défenseurs des droits. Donc je raconte cette anecdote et d'autres parce que le portrait de Valence est assez incroyable. Et ils ont attaqué les avocats. Tous les grands cabinets, tous des grands, c'est que des hommes. Et ils ont gagné. Aujourd'hui, alors à l'époque, c'était 2 mois. On était obligé de réengager minimum 2 mois après la grossesse. Aujourd'hui, c'est 4 mois. Mais se dire que même chez les avocats, c'est tout récent, c'était il y a quelques années, c'est pour vous dire qu'on a encore un peu de bout de chemin quand même à faire sur le sujet. Et il y a plein de choses très concrètes comme ça qui sont évoquées, de femmes qui font bouger les choses, que je trouve assez merveilleux. Et en effet, ces portraits, ils sont remplis de prise de conscience. Dans tous ces engagements, il y a un point de départ et il y a énormément de petits jalons qui sont à chaque fois un petit pas en plus vers un engagement plus fort. Et on le voit aussi dans votre propre parcours que vous racontez. Et puis, il y a des rencontres très importantes. Il y a un nom que vous avez cité plusieurs fois pendant cette rencontre, c'est Agnès Varda. Est-ce que, avant de laisser la parole au public, vous accepteriez peut-être de nous en dire plus sur cette rencontre, sur la façon dont elle s'est faite et la façon dont elle a pu modeler votre engagement aussi? Bah oui, parce qu'Agnès Varda, c'est vraiment ce résumé. Elle disait, et moi je le pense, chaque petit pas est une victoire. Donc déjà, voilà, chaque petit pas, c'est une victoire, puisque moi, l'endométriose, ça fait quand même depuis 2011 que je suis sur le sujet. Et là, très récemment, une grande enseigne, dont je ne donnerai pas le nom, a quand même, si on peut le dire, Carrefour, c'est pas grave, a annoncé qu'il faisait un plan sur la santé des femmes. C'est la première fois, un plan pour tous les salariés de chez Carrefour, spécifiquement sur les femmes. C'est la première fois qu'il y avait cette spécificité et ils ont annoncé. Alors, L'Oréal faisait 3 jours par an. Eh bien, eux, ils disent l'endométriose, c'est tous les mois, c'est lié au cycle des règles. Eh bien, on donnera 12 jours par an aux femmes atteintes d'endométriose. Et c'est historique, ça n'était jamais arrivé. Donc, je me dis, quand même, 11 ans plus tard, ou je ne sais pas combien on est en 2011, on a réussi. Il y a 12 jours par an maintenant chez Carrefour. On peut prendre un jour par mois, si on est vraiment enfermé dans le noir. Ils ont donné 3 jours pour les fausses couches. C'est quand même... on pourrait faire une petite semaine. Bon, c'est 3 jours, c'est déjà ça. C'est un petit pas, mais c'est un pas. Donc, pour des spécificités liées aux femmes. Voilà. Donc, voilà. Et Agnès, elle était très comme ça. Et Agnès, surtout, elle était... J'avance et je fais à ma manière. Donc moi, c'était assez fort parce que j'ai commencé avec elle et je découvre évidemment Cléo de 5 à 7. Agnès avait déjà une sensibilité puisqu'elle parle d'elle. Elle faisait ce très beau portrait de femme de Cléo de 5 à 7, de cette femme qui est regardée et qui tout à coup se met à regarder le monde, c'est-à-dire une actrice, une femme, et qui va se mettre à elle, vivre sa vie parce qu'elle apprend qu'elle est malade et qu'elle a peu de temps. Et c'est un changement de façon de filmer et de filmer les femmes. Pour l'époque, elle était très en avance, sûrement. Mais elle venait d'un monde très hiérarchisé. On disait monsieur, maître pour le réalisateur. Donc elle se disait comment ça va se passer sur le plateau. Et donc quand elle est arrivée, on lui a dit comment on vous appelle. Elle dit Agnès. Donc voilà, donc c'était Agnès. Il n'y avait pas cette idée d'autorité. Qu'elle avait des enfants quand elle a eu, elle avait Rosalie et Mathieu plus tard, de dire moi je fais donc elle emmenait Mathieu et Rosalie partout, tout le temps, dès qu'elle pouvait, si c'était trop compliqué, elle gérait ça de cette manière-là. Et moi je me souviens qu'elle me racontait qu'un journaliste un jour, quand Mathieu était petit, qu'elle était en train de faire une interview en Suisse ou je ne sais où, le journaliste avait dit votre fils là il nous ennuie. Elle dit si ça vous embête, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, pas de problème, on arrête là. Elle s'est levée, elle est partie, elle a dit voilà, c'est soit on me prend avec mes enfants, soit on me prend. Enfin voilà. Donc elle avait
cette façon de faire très attention, et je pense que quand même, elle engageait, elle était, voilà, pour elle aussi, ça avait été dur, donc elle n'était pas non plus facile, mais elle engageait des femmes à tous les postes. Donc c'était la première fois que je voyais des perchwoman, elle était assez incroyable. Et bien malgré tout, elle a fait 2 fois moins de films que ses homologues. Elle a masculin de cette génération-là. Pendant longtemps, quand on parlait de la nouvelle vague, on ne la citait pas. Elle avait plus de mal à financer ses films, mais elle avait compris que c'était son indépendance qui allait l'emmener quelque part. Donc ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait sa salle de montage, elle produisait elle-même, elle se disait comme ça, s'ils ne veulent pas que je fasse des films, je les fais quand même. Elle allait chercher de l'argent et elle était indépendante. Certes, c'était moins des grosses sorties de films, mais elle voulait être indépendante. Et indépendante, donc dit aussi documentaire, peut-être film un peu plus... ce que font beaucoup de femmes dans nos industries. Et elle a fait des documentaires qui, pour moi, les glaneurs et la glaneuse est un chef-d'œuvre qui devrait être obligatoire à l'école. Elle faisait ces documentaires, mais elle a toujours eu du mal à monter ses films. À la toute fin de sa vie, moi, j'avais monté ma société de production. J'avais mis 10 ans, 12 ans à me dire, allez, je le fais, avant de me sentir légitime. Et elle vient me voir et elle me dit, Julie, on n'arrive pas à boucler le financement. Elle en pleurait. On lui donnait des Oscars, on lui donnait des prix et elle n'arrivait pas à financer son film. Je dis, mais comment ça, Agnès? Mais c'est pas possible. Et donc, je lui dis, on se débrouille, on te trouve cet argent. Et on a coproduit. Donc, c'est elle qui m'a fait démarrer dans ce métier, qui m'a emmenée à Los Angeles, qui m'a emmenée à Cannes. À Los Angeles, un jour, j'ai raconté cette anecdote récemment, mais il y avait tout Hollywood qui venait chez elle. Ça sonne à la porte, j'ouvre et c'était Harrison Ford. Donc autant vous dire que j'ai eu un petit arrêt parce qu'à l'époque j'avais 21 ans. C'était un peu un dieu. Et Harrison Ford en fait était charpentier et c'est Jacques Demy qui l'avait vu sur le toit de la maison d'à côté, il refaisait un toit et qui lui a demandé de venir faire des essais pour un film. Et c'est parce qu'il avait fait ces essais que ces essais ont circulé que Harrison Ford a eu son premier rôle comme comédien. Et Agnès et Jacques Demy voyageaient avec cette chose très, très internationale. Et donc je me disais, ce qui est fou, c'est que c'est moi maintenant qui vais aider Agnès à faire son dernier film et Rosalie à le produire. Elle fait ce film avec JR, qui est merveilleux. Il s'appelle Visage Village. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est merveilleux. On a fait vraiment un très, très joli film dans une époque très sombre. C'était après les attentats. C'était une période où on disait il faut des comédies. Elle voulait faire ce film. Personne n'y croyait. Et franchement, c'est un film qui restera. Et je suis très, très fière. Et donc, j'étais dans cette période où on avait été bouleversés, où en plus quand même, parce que ça crispe aussi, parce qu'il y a quand même des types comme Trump qui font des campagnes où ils vous expliquent que les filles, quand vous êtes connues, vous pouvez les attraper par la chatte. Hein. Enfin, c'est son expression première. Hein. Donc on était dans une période un peu tendue. Et je lui disais, mais Agnès, elle me disait, mais Julie, et ça, le titre vient d'elle, elle me disait, mais quand est-ce que les femmes se mettront ensemble? Le futur des femmes, c'est ensemble, on est plus fortes. Et voilà pourquoi ce titre, c'est qu'elle croyait à ça. Et moi, j'ai vu arriver, parce que quand je vous dis, voilà, la vraie grande campagne, c'est l'endométriose, mais avant, et je fais des portraits de femmes que j'ai rencontrées, mais il y a eu un vrai changement avec 2017 et avec cette vague, c'est que j'ai vu toutes les femmes se mettre enfin en association, en réseau. Il y a des clubs d'hommes depuis toujours, bien là, elles le font. Il y a très récemment Women in Games. Les filles dans le jeu vidéo, elles sont brillantes, elles se sont mises ensemble pour aller dans les collèges, pour donner aux filles cette vision-là, pour essayer de faire changer les visions. Elles se mettent en réseau, elles partagent et elles disent, voilà, il faut qu'on soit un tout petit peu plus ensemble, tous et toutes. Alors, je fais ce festival Sœurs Jumelles un peu en hommage à Agnès, à Rochefort et à Jacques Demy, sur la rencontre de ces deux mondes. Et on a une journée qui s'appelle Toutes et tous à l'unisson, où on fait venir toutes les associations de femmes ou sur les questions de parité dans nos industries.
à Rochefort. Et il y a présence compositrice dans la musique classique, il y a dans le rock, il y a des filles dans l'électro, des DJs, Women in Games, les femmes s'animent dans l'animation, sur l'intelligence artificielle. Puis là, je vois arriver toutes ces femmes absolument incroyables. Et je me dis, et certains hommes, donc c'est pour ça aussi que je le dis et je le redis, de la jeune génération. Et on s'est dit, maintenant, on va faire un programme où on essaye qui est parité, qui est au moins sur ce festival, une vraie représentation des femmes dans nos industries. Et je pense à Agnès. Et je me dis, j'espère que, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci pour beaucoup. votre présence et votre Merci. écoute. Et bonne soirée. Merci beaucoup.